Un autre outil qui est bien pratique à utiliser, qui est facile à garder en mémoire, c'est ce qu'on appelle le curseur vraisemblance. Je l'ai piqué à Henri, qui lui-même l'a piqué, je ne sais plus qui, Henri Broquin. L'idée, c'est de se positionner sur un curseur qui va de pas vraisemblable à très vraisemblable, ou hautement vraisemblable, si vous voulez. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, je vous fais un énoncé qu'on pourrait considérer comme trivial. Je vous dis, bah là, en venant tout à l'heure, j'ai vu un cheval. Alors, l'intérêt que je génère chez vous, généralement, il est très faible. Vous dites, bon, bah, ok, il est content, il a vu un cheval, il est content. Curseur vraisemblance, vous allez dire, bon, bah, il a l'air à jeun, il a l'air, bon, d'habitude, il dit pas trop de conneries, on va dire à 100%. Et vous n'allez pas me demander de preuves, vous n'allez pas me demander de rapporter un bout du cheval ou une photo ou n'importe quoi. Niveau de preuve requis, donc très faible. Par contre, si je vous dis, tiens, j'ai vu un zèbre, vous dites, ah bon? Ben, il y a un zoo, ou bien il y a un cirque qui traîne, ou il y a... Donc l'intérêt est déjà beaucoup plus fort. Et puis vous dites, t'es sûr que t'as bien vu? C'était pas un cheval peint, c'était pas un... T'es bien certain d'avoir vu, quoi. Et le niveau de preuve requis, j'aurais pas dû mettre normal, parce que le mot normal contient norme, et si on précise pas la norme, ce mot n'a aucun sens. J'aurais pas dû mettre normal, c'est une erreur de ma part, pardon. Non, en gros, niveau de preuve requis, classique, quoi. On va dire, faut apporter un élément de preuve qui va vous conforter dans l'idée de ce que je vous ai raconté. Et si par contre je vous dis un truc incroyable, j'ai vu une licorne, par exemple, ça apparaît pas très bien parce que c'est en rouge là, mais l'intérêt il est majeur. Si j'ai vu une licorne, vous vous rendez compte? Je serais le premier à... Jusqu'à présent, les seules preuves des licornes qui étaient présentées dans l'Antiquité, c'était des cornes de Nerval, vous savez, là, les trucs torsadés là, qu'on présentait comme étant des cornes de licorne. Mais ce n'en était pas. Donc là, évidemment, les médias s'en emparent très facilement. Et par contre, le curseur vraisemblance est normalement quasiment à 0%, si vous voulez. Donc quand quelque chose est extraordinaire, normalement, votre curseur, si vous n'avez pas de preuves suffisantes pour remporter votre adhésion, il sera plutôt très bas. Vous ne pouvez pas être à 0, sinon ça veut dire que vous êtes un sceptique ultra radical mode Piron d'Hélice dont je vous ai parlé, et vous dites, bah non, je sais que ça n'existe pas. Par exemple, quelqu'un qui dirait, les fantômes, moi je sais que ça n'existe pas, point. Là, vous êtes à 0. C'est pas très rationnel, parce que vous ne pouvez pas savoir s'ils n'existent pas, puisqu'on ne peut pas faire la preuve que quelque chose n'existe pas, vous vous rappelez, hein. L'autre solution qui serait faisable, c'est si vraiment vous avez une preuve conséquente, là vous vous placez à 100% jusqu'à ce qu'un jour des éléments vous fassent changer d'avis, quoi. C'est les deux positions qui tiennent à peu près la route, quoi. Alors ce curseur vraisemblance, il implique pas mal de choses et qui se résument assez souvent dans des petites formules qui sont courtes. Mais il faut les connaître bien. À prétention extraordinaire, preuve plus qu'ordinaire. C'est comme ça qu'on dit généralement. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit, je sais pas, j'ai vu un type mort revivre d'un seul coup, vous dites, ah bon vous pouvez pas le prendre pour acquis comme ça, quoi. Vous dites, ah bon, mais c'était quel cas, quelle situation, vous posez des questions, quoi. Si quelqu'un vous dit, j'ai vu un dragon, vous n'allez pas vous contenter d'une photo floue avec son smartphone, quoi. Vous voyez? Alors on prête cette phrase à Carl Sagan, vous savez, le cosmologue dont je vous ai déjà parlé. Mais en fait, quand on cherche un peu, on tombe dans ce qu'on appelle la loi de Moore. Et la loi de Moore, elle dit qu'une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son auteur. Alors c'est vrai, quand on regarde un peu de plus près, on se rend compte que Truzzi, il l'a utilisé dans une revue aux États-Unis qui s'appelait The Zététique. Puis après, quand on cherche un peu, on se rend compte que le physicien Laplace, en France, à l'orée du 19e siècle, a utilisé une phrase un peu similaire. Le poids de la preuve pour une affirmation extraordinaire doit être proportionnel à son degré d'étrangeté. D'accord ? Et après, quand vous cherchez encore, vous tombez sur David Hume, philosophe écossais, qui écrivait « Un homme intelligent modère par conséquent ses croyances selon les preuves ». Ce qui est en fait exactement la même chose. Et je suis sûr que si on cherche un peu, on risque de remonter jusqu'à Aristote. Enfin, bon, voilà. Donc c'est jamais... Quand on dit qu'il y a des phrases qui appartiennent à quelqu'un, c'est rarement le cas, ou même des fois même des paradoxes ou des théorèmes, parfois, ils ont déjà été faits avant. Mais si vous cherchez dans la littérature, vous trouvez toujours ce terme-là, le standard de Sagan. Ne pas confondre avec François Sagan, hein. Il s'agit bien de Carl Sagan, le cosmologue, qui est décédé il y a maintenant une vingtaine d'années. Il y a aussi le rasoir de Hitchens, à prétention extraordinaire. Non, mais je me suis gouré, j'ai remis la même, pardon. C'est pas du tout ça, le rasoir de Hitchens. Le rasoir de Hitchens, c'est à affirmation, j'effacerai ça évidemment, hein. C'est à affirmation sans preuve, réfutation sans preuve. Si quelqu'un qui vient sans preuve vous énoncer quelque chose, bah vous lui dites, donne-moi de bonnes raisons de penser ce que tu penses, mais si tu n'as pas de preuves, j'ai aucune raison de te croire, quoi. C'est ce qu'on appelle le rasoir de Hitchens. Donc je me suis trompé, je corrigerai cette diapo. Et qui en fait, elle aussi, n'est pas due à Hitchens, qui est un auteur qui est mort en 2011, il me semble, qui était un des 4 cavaliers de l'athéisme chez les anglo-saxons. Il y avait 4 mecs, il y avait Dawkins, Dennett, Hitchens et Harris. Les 3 autres sont encore en vie. Dennett est un philosophe qui travaille beaucoup sur la conscience. Dawkins, c'est un biologiste que vous avez peut-être connu, puis je vous en reparlerai sur le cours sur la biologie. Harris, je n'ai pas prévu de vous en parler, Sam Harris, et Hitchens qui est décédé il y a 5 ans maintenant.
Et lui-même avait repris une phrase qui est assez classique en latin. Quod gratis asseritur, gratis negatur. Ce qui est exactement la même chose que affirmation sans preuve, réfutation sans preuve. Et puis ça implique aussi ça. La maxime de Hume. Enquête sur l'entendement humain, chapitre 10, 1748. Hume, c'est un livre qui est assez remarquable, hein, qui est assez dur à lire, parce que si vous n'êtes pas habitué à lire de la philo, c'est un peu compliqué. Mais dans Enquête sur l'entendement humain, au chapitre 10, le chapitre s'appelle Sur les miracles. Il dit comment on se comporte vis-à-vis des miracles. Et notamment, il prend le cas de si j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit qu'il a vu quelqu'un de mort revenir à la vie, est-ce que je le crois tout de suite ou est-ce que je doute un peu quand même? En gros, il pose cette question-là. Et il a une phrase qui est restée légendaire, c'est celle-ci. Aucun témoignage n'est suffisant pour établir un miracle, à moins que le témoignage soit d'un genre tel que sa fausseté serait plus miraculeuse que le fait qu'il veut établir. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ça veut dire, faut imaginer que vous êtes avec, deux plateaux d'une balance, quoi. Ici, vous avez un témoignage qui vous a apporté. Alors ça peut être un témoignage qui est plus ou moins fiable, par un vague copain, vous voyez, par un pote de bar, par un pilier de bar. Vous voyez, un truc de deuxième main, quelqu'un que vous aimez bien mais qui vous rapporte qu'un cousin à lui a vu quelqu'un qui a vu la Dame Blanche, vous voyez, ou un truc comme ça, vous voyez. Ce qu'on appelle l'ami d'un ami, c'est ça la DUA. Les Anglais ils appellent ça le FOAF, friend of a friend. Le pote du pote du pote qui a vu l'ours, quoi. Quand on est face à un témoignage comme celui-là, si je veux que ce témoignage remporte mon adhésion, il faut que les éléments qui soient apportés lors de ce témoignage contrebalancent tout ce que je sais de mon expérience personnelle, de tous les gens qui se trompent, qui maltraitent leur témoignage, qui peut-être ont mal vu, peut-être sont limités par leur sens, tout ce qu'on a vu au cours précédent sur les questions du témoignage et du rapport à nos sens, quoi. Et comme je sais qu'il y a plein de gens qui sont capables de se tromper, comme je sais qu'il y a plein de gens qui sont capables de mal exprimer leurs idées, comme je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent avoir vu des choses qui n'existent pas, comme je sais que je peux même mal comprendre moi ce qu'ils me disent, il faut que les preuves qu'on m'apporte contrebalancent toute cette expérience des gens qui disent n'importe quoi ou qui veulent me tromper ou moi je me trompe quand ils me parlent. Et c'est seulement si le poids du témoignage est suffisant pour remporter mon adhésion, hop, là j'adhère. Ça va? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. En gros, version simple. La version simple, c'est ça. Si ce qu'on nous rapporte contredit notre expérience immédiate, il faut exiger des preuves plus crédibles que notre expérience quotidienne des gens qui se trompent ou nous trompent. Là, c'est plus clair. Alors, j'ai mis des exemples. Le Marfola d'Alvar. Je ne sais pas si vous aimez la cryptozoologie là, de Heuvelmans, toutes les bestioles bizarres et tout. Mais ici aussi, on en a des bestioles bizarres. Notamment, il y a le Marfola. C'est un yéti, enfin, c'est une sorte de yéti, quoi, de chez nous, qui traîne du côté, enfin, il traînait du côté d'Alvar. Et la dernière fois que quelqu'un l'a vu, c'était en 1902. Alors, moi, j'ai retrouvé le petit-fils du copain de celui qui avait vu le Marfola en 1902. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Pas grand-chose, quoi. Est-ce que je donne foi à ce que raconte le petit-fils qui a vaguement connu son grand-père, qui était pote avec l'autre, qui aurait vu le Marfola une fois en 1902 en regardant dans un ravin, quoi. Ouais. Donc en fait, vous voyez, c'est trop maigre pour remporter mon adhésion, pour postuler l'existence du Marfola. C'est pareil pour les carcaris du Trièvre. Là. Je ne sais pas si vous connaissez les carcaris. C'est des petites... ce sont de présumées petites bestioles très poilues, qui ne sont pas très grandes, qui se promènent la nuit et qui volent le linge des braves gens. On n'a pas de preuve directe de ça, bien évidemment, mais plein de gens témoignent d'avoir vu des carcaris. Mais pour que ces témoignages remportent mon adhésion et me fassent valider l'existence des carcaris, il faut que les témoignages soient d'un genre tel qui contrecarre et contrebalance toute mon expérience des gens qui se trompent, me donnent une information foireuse, etc. Alors, ça nous amène à ça. Quand vous êtes avec des hypothèses, différentes hypothèses que vous allez brosser, que vous travaillez sur l'éjaculation féminine ou que vous travaillez sur, j'en sais rien, sur n'importe quel sujet, vous allez avoir plein d'hypothèses différentes. Quand vous allez sous-peser vos hypothèses, si les preuves sont suffisantes, il est logique que vous soyez vers le 100%. D'accord ? S'il n'y a pas de preuves, vous ne pouvez pas être à zéro, sinon vous seriez un sceptique radical, mais vous êtes proche de zéro, à la limite de zéro. Vous dites, bon, ça me paraît hautement peu vraisemblable, mais qui sait, quoi. Et sinon, sans info, et c'est là qu'il y a un piège, il faut suspendre son jugement et ne pas se prononcer. Pourquoi je dis qu'il y a un piège ? C'est parce que généralement, on peut se faire avoir de plusieurs façons sur ce truc-là. On peut se faire avoir par un argument qu'on appelle l'argument de la non-impossibilité, et on peut se faire avoir par l'effet bof, à connaître par cœur. Je vous ai mis les petits traits. Là, c'est rationnel, selon les faits que vous avez, et là aussi, c'est rationnel. Ne pas se placer.
L'erreur fondamentale qu'on appelle l'effet bof, c'est de se placer à 50-50. C'est de se dire, bon, toi tu dis que c'est vraisemblable, toi tu dis que c'est pas vraisemblable, bon, bah, je me mets au milieu, quoi. 50-50. Mais c'est irrationnel cette position. Ça voudrait dire que vous avez autant de preuves que le Marfolla d'Alvar existe que le Marfolla d'Alvar n'existe pas. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire, pourquoi pas 49, pourquoi pas 52, quoi? En fait, généralement, ce qu'on dit, c'est que cette position-là, qu'on appelle l'effet bof, c'est une position de confort. C'est une position centriste, comme dirait François Bayrou peut-être. C'est une position qui évite de se positionner entre deux choses qui nous paraissent extrêmes, la vraisemblance ou l'invraisemblance, quoi. Donc ne soyez pas timorés dans vos jugements. Si c'est juste parce que vous avez collectionné 2 personnes qui vous disent croire aux fantômes et 2 personnes qui n'y croient pas, vous mettre à 50-50, c'est une position irrationnelle. Vous devez dire, j'ai pas assez d'éléments pour me positionner, quoi. Voilà, l'effet bof, se mettre à 50-50. Et la deuxième erreur fondamentale, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui a coûté cher à mon pote qui est là. Il s'appelle Cyril Barrette. Il est à la retraite maintenant, il est québécois, prof de biologie évolutive, spécialiste de la mastication des mammifères, des bois, des os, des cornes, et des mâchoires et tout ça. Je l'avais fait venir ici il y a une dizaine d'années. Quand il raconte les animaux, c'est comme si vous racontez un conte, quoi. C'est vraiment génial. Et Cyril Barrette avait accepté pour ses étudiants de faire une conférence avec Raël. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez qui est Raël, mais Raël, c'est le défenseur d'un mouvement qu'on appelle le mouvement raélien, qui est un mouvement très particulier, un peu généocratique, un peu scientifique, enfin, un peu scientifique, à prétention scientifique. Il prétendait avoir cloné un humain, un bébé humain, dans les années 2005. Voilà. Et Raël a dû partir de France pour des raisons diverses. Il s'est installé au Québec. Il a dû partir ensuite du Québec aussi. Je crois qu'il est en Espagne. Je ne sais pas où il est là en ce moment, le pauvre Raël. Raël, c'est un gars qui a été abducté. Il s'appelait Claude Vorillon. Il s'appelle toujours Claude Vorillon, en fait, mais il avait fait une retraite dans le puits de la Vache, il me semble, en Auvergne, là, dans la chaîne des puits. Et puis une soucoupe ou quelque chose l'aurait enlevé et on lui aurait révélé qu'il était une sorte de nouveau prophète, quoi. Le nouveau prophète. Et donc, il s'appelle Raël et c'est les Elohim qui lui auraient révélé qu'il était le nouveau prophète. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Et depuis, il traîne de partout avec son mouvement raélien. Il est souvent entouré de jeunes femmes plutôt séduisantes qui ont une plume en boucle d'oreille. Je ne sais pas si vous l'avez déjà aperçu. Ce pari est quand même assez compliqué de faire un débat avec Raël, mais il accepte de le faire. Je dis, il a une proposition à faire, même si c'est une théorie bizarre, et moi je vais discuter avec lui, je vais essayer de le contredire. Figurez-vous que Cyril a perdu son débat. Cyril a perdu son débat sur un argument à la fin que Raël lui a opposé. Raël lui a dit, mais monsieur Barrette, est-ce que vous pouvez prouver qu'il est impossible que j'ai pu être enlevé par les extraterrestres? Et Cyril a répondu, non, je ne peux pas prouver que vous n'avez pas été enlevé par les extraterrestres. Et là, pour le public, ça a été un désaveu pour Cyril. Et tout le monde a dit donc Raël a gagné le débat. Et en fait, objectivement, il avait perdu le débat, quoi. Sur un argument, en fait, qui est une chose trappe, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'argument de la non-impossibilité. C'est souvent un truc qu'on objecte. Prouvez-moi que ce n'est pas possible que les licornes existent. Mais vous ne pouvez pas prouver que les licornes n'existent pas. Parce que vous ne pouvez pas prouver que quelque chose n'existe pas. Bien l'autre, il dit, donc ils en tirent cette conséquence fausse, qui est, donc les licornes existent, vu que vous ne pouvez pas prouver qu'elles n'existent pas. Mais voyez où, c'est foireux, quoi. Je vous le refais avec les fantômes. Prouvez-moi que les fantômes n'existent pas. Vous ne pouvez pas prouver que les fantômes n'existent pas. Donc ils existent. Ce qu'on appelle en rhétorique l'argument de l'ignorance, quoi. L'appel à l'ignorance, on appelle ça. C'est un vrai gros piège. Et c'est là, pour se défendre de ce piège-là, qu'il faut brandir un outil qu'on appelle l'onus probandi. L'onus probandi, c'est une règle du code juridique romain. En latin, ça donne ça. Onus probandi incubit eique dicit, etc. La charge de la preuve incombe à celui qui prétend. Ce n'est pas à vous de faire la preuve de l'inexistence de quelque chose, c'est celui qui prétend que quelque chose existe qui doit fournir la preuve de ce qu'il dit. C'est normalement pas à nous de faire la démonstration que le mouvement respiratoire primaire en ostéopathie crânienne a peu de chances d'exister. Ça devrait être aux ostéopathes de faire la démonstration qu'il existe ce mouvement respiratoire. Mais quand vous rentrez dans une pharmacie et qu'on vous donne un médicament et que vous posez la question au pharmacien, vous dites mais il marche ce médicament? Imaginez le pharmacien qui vous dit prouvez-moi qu'il ne marche pas. Je vais dire non, Coco, c'est toi qui me le vends, puis c'est toi le professionnel, c'est toi qui dois me prouver qu'il marche. C'est pas moi qui vais te prouver qu'il ne marche pas. Vous voyez, la charge de la preuve revient à celui qui fait un énoncé sur le monde, quoi. Et là, il s'est fait avoir comme ça, Cyril, en remettant pas la charge de la preuve
arrêt qui est c'est lui qui fait l'énoncé sur l'énoncé qui est censé être prouvé, qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Donc il s'est fait piéger par le piège de la charge de la preuve. Ça vous arrivera assez souvent sur ce genre de sujet. Donc méfiance. Alors j'ai indiqué, ouais, c'est un effet rhétorique, je vous ai mis le nom, l'argument de l'ignorance. Des fois, des gens l'ont poussé un peu loin. Par exemple, dans ce genre d'image qui me fait bien marrer quand même. Te prouver à toi que Dieu n'existe pas, quelqu'un qui vous dirait mais prouve-moi que Dieu n'existe pas. Il dit, vous prouvez à vous que Dieu n'existe pas, prouvez-moi que le Flying Spaghetti Monster n'existe pas et j'utiliserai votre méthode. Je vous laisse méditer ça. C'est assez sournois comme réponse. Ce qui nous amène à encore un petit problème qu'on va rencontrer très souvent, c'est la question du possible. Les gens vont dire oui mais c'est possible. Si vous posez ça sur le plan scientifique, il y a des choses qui sont possibles, effectivement, oui, c'est possible. Thermodynamiquement, c'est possible, mais ça ne veut pas dire que c'est probable. Pour vous montrer, pour faire sentir ça, j'ai pris deux petites vidéos d'une campagne d'assurance des Philippines. Il me semble, hein. Regardez. Attendez, je vais vous mettre le son quand même, ça sera un peu plus joli. Hop, je rebranche le son. En plus, c'est thaïlandais, pardon, j'ai dit Philippines, c'est thaïlandais. Probabilité extrêmement faible. Après, l'art des assurances, c'est de jouer sur les probabilités faibles pour vous faire flipper. Donc, vous souscriviez à des polices d'assurance plus chères, bien évidemment. Ils en ont fait une autre comme ça, d'ailleurs. Ils sont malins, hein, ces assureurs. La phrase c'est possible n'est pas toujours possible. Des fois, il y a des choses qui sont possibles, mais très, très peu probables. Voyez. En fait, il faut pondérer par la probabilité de la chose, quoi. Les choses thermodynamiquement possibles sont rarement probables, quoi.